Mesdames et messieurs, bonjour. Encore merci d'être là. Alors c'est un jour un peu particulier puisque c'est mon dernier cours de la série. Alors pour moi, c'est à la fois un très grand bonheur que ça s'arrête, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et en même temps, une très grande tristesse parce que ce sont des sujets qui me passionnent, que j'aime partager. Et avec vous, ça a toujours été un régal, ce partage. Je pense à tous ceux qui aussi m'ont accompagné dans cette série, comme les années précédentes, et les personnalités que j'ai invitées pour compléter. Voilà, donc c'est dans cette atmosphère un peu particulière que je vais donner ce cours. Il y a une chose quand même, c'est qu'on ne se quitte pas pour trop longtemps, enfin pour ceux qui ça intéresse, puisque le 14 janvier, j'organise un colloque qui a un programme très intéressant sur la question de l'adaptation au réchauffement climatique. On y parlera de l'adaptation des systèmes énergétiques qui vont être confrontés à des contraintes climatiques nouvelles, qui le sont déjà un peu. On va parler d'agriculture, notamment de la vigne. Bon, ça, c'est mon petit côté personnel. On parlera de la ville, on parlera de l'hôpital, de la santé. Voilà, tout un tas de sujets. Et je vous donne rendez-vous, donc c'est dans pas longtemps, le 14 janvier, mercredi, c'est toute la journée. Je vais, parce que je me suis un peu attardé sur des choses particulières la dernière fois, je voudrais finir sur la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça a un sens que je continue un peu parce que depuis qu'on s'est quitté, il s'est passé notamment la publication des nouveaux scénarios de RTE, Réseau et Transport de l'électricité, qui évidemment sont intéressants, et ils le sont d'autant plus pour moi qu'ils ne font que confirmer des choses que je dis depuis longtemps, et aussi ce fameux avis de l'Académie des sciences sur la PPE d'avril 2025. Et ensuite, j'introduirai, parce qu'au fond, c'était ça l'histoire, hein, c'était de parler des carburants durables, des carburants synthétiques, des e-fuels. Tout ça, c'est la même chose, hein, carburant électrique, mais surtout pour introduire l'intervention de Daniel Irakan. Voilà, ça sera une introduction. C'est lui qui nous parlera de ce sujet éminemment important, parce que pour le coup, s'il y a bien un secteur dans lequel il va falloir quand même introduire ces carburants, c'est le transport lourd. Hein, le transport maritime et aérien que j'ai déjà évoqué. Et je suis évidemment très heureux d'avoir Daniel avec nous, qui est voilà, je ne raconte pas toute son histoire, mais un spécialiste de questions d'énergie pendant toute sa carrière, et qui est maintenant joue un rôle très important dans les rapports de l'Académie des technologies, et notamment sur ces sujets-là. Voilà le programme. Alors, je reviens sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle est basée sur ces scénarios-là, et notamment sur le scénario 2023 de RTE, qui, comme d'ailleurs beaucoup de gens, hein, y compris, je dirais à une époque nous-mêmes à l'Académie des sciences ou même à l'Académie des technologies, rêvions d'une électrification massive. On l'a dit, il faut la faire, et ça donnait alors ça, c'est une figure de RTE, hein, source RTE. C'est différents scénarios, mais en gros la moyenne se situait avec une perspective de 750 TWh d'électricité en 2050, et en moyenne autour de 600 TWh en 2035, qui est l'horizon qu'on peut peut-être plus facilement approcher, hein. Ce n'est que 10 ans depuis maintenant. Et sur cette base-là, tout ça, c'est des dias que je vous ai déjà présentés, mais c'est juste pour vous remettre dans le contexte. En gros, aujourd'hui, nous sommes à 450 TWh de consommation électrique. La production est à 540, ça fait presque une centaine de TWh déjà de
production supérieure à la consommation. Et évidemment, dans un contexte, voilà ici ce que disait RTE 610, donc la proposition en production, c'est de rajouter, je dirais, en moyenne, hein, il y a chaque fois une marge dans les propositions de production, d'installation de capacités éoliennes en mer et sur terre et de solaire. Il y a une marge, mais si je prends la moyenne, c'est à peu près, d'ici 2035, passer de 75 à 270 TWh. C'est bon, 200 TWh de plus, exclusivement d'éolien et de solaire, mais c'est quand même 200 TWh de plus, avec des socles nucléaires et hydroélectriques qui sont à peu près stables. Et donc, ça fait qu'on vise ici, dans cette PPE, une production à 740 TWh. Donc, voilà, et c'est ça que nous avions critiqué dans notre avis, en disant, en fait, RTE, les meilleurs scénarios de RTE, c'est 610, 640, donc c'est plus de 100 TWh, c'est donc encore augmenté, mais la réalité n'est même pas là, parce que pour le moment, nous sommes à 450, et si nous restions là pendant un certain temps, d'ailleurs, le dernier rapport RTE nous dit que pas avant 2028, on aura une remontée de l'électricité. Donc, vous voyez, ça commence à faire presque 300 TWh de surproduction électrique, c'est vraiment... voilà, inenvisageable. C'est ce que nous avions dit, et ça, vous le connaissez. Donc, en réalité, la production électrique, la consommation électrique diminue. 2025 est comme 2024, ça ne diminue pas, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de mouvement vers l'électrification. À nouveau, il faut le regretter. Il y a tout un tas de raisons, je l'ai déjà dit, donc je ne voudrais pas en dire plus. Et puis voilà, la semaine dernière, c'est ce bilan prévisionnel, donc le 9 janvier est sorti, donc RTE nous propose une nouvelle vision, et je dirais que le vrai changement, la vraie révolution d'une certaine façon, et qui ne fait que conforter nos positions. Quand je dis nos, c'est celle de l'Académie des sciences, c'est celle du Haut-Commissaire à l'énergie atomique, c'est aussi celle de l'Académie des technologies, mais enfin d'un certain nombre d'institutions qui prennent en compte cette réalité de non-électrification, de baisse ou de constance de la consommation électrique. Et je dirais, pour la première fois, RTE en tient compte aussi et nous propose autre chose sur la base de ces constatations. Et comment donc RTE a travaillé, si vous voulez, si vous prenez le bilan prévisionnel 2023, il y avait 3 scénarios. Hein. Un scénario accélération réussie qui avait la préférence, hein, c'est celui que j'ai montré qui montait à 750 TWh et avec plus de 600 TWh en 2035, ça c'était le scénario accéléré. Puis il y avait 2 autres scénarios un peu plus léger dans le rythme d'électrification, c'est le scénario atteinte partielle, et puis un scénario C qui est mondialisation contrariée. Alors, RTE, pendant ces derniers mois, a travaillé, a dû prendre conscience de la réalité de la consommation électrique, et a travaillé sur un scénario A qui était actualisé, toujours l'accélération réussie, accélération de l'électrification, hein, c'est sous-entendu, donc actualisé quand même en cohérence avec les dernières informations de consommation. Et alors, dans le document du 9 janvier, hein, de la semaine dernière, il ne s'appelle pas scénario actualisé, il s'appelle décarbonation rapide et atteinte des objectifs publics. Donc c'est un scénario qui est basé en particulier sur un certain nombre d'hypothèses, dont le fait qu'il y a une croissance du PIB de 1,1% par an, qui est assez optimiste, mais enfin tant mieux si on peut y arriver, et puis aussi également une industrialisation qui a redémarré, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui a redémarré avec une augmentation de la part de l'industrie dans le PIB. Et puis la nouveauté, c'est effectivement dans les documents préparatoires ce qui était indiqué, il y a eu l'introduction d'un scénario D,
qui n'est plus dans le document final scénario D, mais qui est décarbonation lente. Et ce scénario D, ou ce scénario de décarbonation lente, fait une hypothèse de faible augmentation de la consommation, ici, vous voyez, basée sur une analyse des données récentes, c'est celle que je vous ai montrée, donc la non-électrification. Voilà. Donc, ici, c'est à la fois, effectivement, sur la base d'un échec de cette électrification, mais aussi, en particulier, dû à une croissance moins forte, là, l'hypothèse d'augmentation du PIB de plus 0,6%, et également d'une industrie qui continue à s'affaiblir avec une baisse de la part de l'industrie dans le PIB français. Voilà. Et dans les documents préparatoires auxquels j'avais accédé, donc, qui tenaient compte, donc, je dirais, de dynamiques un peu moins favorables, économie d'énergie persistante, donc devant le coût de l'électricité en particulier, les ménages, les industriels font gaffe, donc essayent de limiter leur consommation d'énergie, électrique en particulier, des perspectives pas très favorables pour l'industrie, et puis une électrification des usages, transport, chauffage, industrie, acier, hydrogène, etc., qui ne va pas aussi vite que ce qu'on espérait pour des raisons à la fois économiques et techniques. J'ai déjà dit ça 1000 fois, vous savez. Et donc, il y avait ces deux scénarios. Et finalement, le scénario A actualisé, vous voyez, alors le scénario A, il y avait une grande marge ici, mais vous voyez, c'est tout ça, c'est cette tendance-là vers grise, et puis vers gris, et puis ce scénario A actualisé est celui-ci qui nous amène, vous voyez, en 2035, très en dessous de 600. Et puis le scénario D, le deuxième, alors c'est un scénario qui est ici en bleu, vous voyez, qui est dans le minimum du pire scénario de RTE, qui était le scénario C. Voilà. Et donc là, ça nous amène à des quantités d'électricité, me semble-t-il, plus en phase avec la réalité aujourd'hui, en tout cas à court et très moyen terme. Qu'est-ce qu'il en sera en 2050, j'en sais rien, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui qu'en tout cas, dans les 5 ans à venir, il n'y aura pas une électrification massive de notre système, et c'est ça qui est projeté ici. Et ça, c'est un vrai changement. Et voilà donc peut-être la figure la plus représentative et la grande nouveauté, je dirais, des travaux de RTE, à nouveau, qui ont leur importance. Hein. RTE, vous savez, RTE, c'est une entreprise qui... enfin, c'est une institution dont la mission est de connecter tout ce qui est électrique au réseau. C'est ça leur job. Sauf qu'entre-temps, ils sont quand même aussi devenus un organisme sur lequel l'État s'appuie pour la construction de scénarios électriques, et c'est ce qu'ils font depuis un certain nombre d'années. C'est très utile, mais évidemment, c'est la base de toute politique énergétique en France. Et là, vous voyez que, à côté de cette descente-là, eh bien, les deux scénarios nous annoncent deux trajectoires. Hein, vous voyez, décarbonation rapide, mais alors qui est elle-même, même si elle est rapide, elle est en dessous des meilleurs scénarios A d'avant, sur laquelle était fondée la PPE, et sur un scénario décarbonation lente. Et vous voyez, rappelez-vous, hein, la production actuelle électrique, elle est de 540 TWh. Hein, donc au maximum 505 ici. Voilà, donc RTE parle de l'incertitude sur l'électrification effective du pays. Voilà. Alors, il y a quelque chose qu'il faut mentionner, qui est dans les perspectives que donne RTE, c'est le fait qu'il existe tout un tas de projets aujourd'hui en France qui sont acceptés et qui ne sont toujours pas connectés au réseau. Donc, en toute logique, il n'y a pas besoin de créer de nouvelles capacités. Elles sont là, elles attendent d'être connectées. Et c'est une des explications de
la possibilité qu'en effet, à assez court terme, il y ait quand même un peu d'électrification, que ça ne reste pas plat. Et notamment, vous voyez, il y a à peu près une trentaine de gigawatts de capacité d'accès au réseau qui sont réservés. Il n'y a toujours pas la connexion, mais il s'agit de projets de l'industrie, des projets sur l'hydrogène et ces fameux projets dont on parle maintenant beaucoup, de demande électrique par les data centers. Vous voyez donc, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez que dans le scénario de décarbonation rapide, on va à 580, ça veut dire qu'on nous annonce, enfin, on nous propose quelque chose comme 60 TWh supplémentaires d'électricité en 5 ans, ça c'est 2030. Ça, personnellement, ça me paraît déjà encore excessif, et 25 TWh dans l'autre scénario en 5 ans. Voilà, donc ça c'est bon, c'est juste pour redire, si vous voulez, où est-ce qu'on retrouve ces quantités supplémentaires. Décarbonation lente, scénario, c'est 25 TWh d'ici 2030. Donc c'est surtout dans les transports, avec une hypothèse qu'il y aura 500 à 600 000 ventes de véhicules électriques par an. Donc c'est des hypothèses comme ça. 5 TWh dans l'hydrogène avec la concrétisation de certains des projets dont je viens de parler. Et pour l'industrie, pareil, concrétisation d'un certain nombre de projets pour amener à 4 TWh et les data centers. Vous voyez, tout ça nous amène aux 25 TWh. Dans l'hypothèse décarbonation rapide, c'est plus 60 TWh, comme je l'ai dit. C'est un peu plus de véhicules électriques. Il faudrait 1,2 million de véhicules électriques par an et qu'on ait 8 millions de véhicules électriques en 2030. Et puis une plus grande concrétisation de certains projets. Et vous faites la somme de tout ça et vous arrivez à ces chiffres. Voilà donc ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, néanmoins, vous voyez que par rapport au schéma, j'installe ces hypothèses dans mon diagramme ici, et donc on n'est pas à 610, 640, on est à 505, 580, et si je prends la moyenne, vous ferez facilement le calcul en prenant les extrêmes, mais vous voyez que nous allons, si nous appliquons cette PPE, installer des capacités de parcs éoliens et de parcs solaires qui peuvent nous amener à peu près 200 TWh de surproduction électrique, quand nous donc à multiplier par 2 une situation de, la surproduction électrique. J'ai déjà évoqué, je ne vais pas le refaire, je ne parlerai que de la question de l'impact sur la production nucléaire aujourd'hui. Il y a tout un tas d'impacts, je l'ai évoqué, d'une telle surproduction, c'est évidemment les impacts sur le réseau électrique lui-même. Je rappelle que 100 TWh que nous exportons, enfin on en exporte 90, 90 TWh que nous exportons, c'est pratiquement la limite qui est possible aujourd'hui avec l'état des réseaux électriques. Il faudrait d'autres réseaux pour passer au-dessus. Donc pour le moment, ce n'est pas parce qu'on aurait 200 TWh de plus, 100 TWh de plus de consommation, de production électrique, que nous aurions 5 milliards de plus de rentrées parce qu'on ne pourrait pas les exporter. Sauf à modifier significativement les réseaux électriques. Donc on se retrouve avec un schéma qui, maintenant validé par un texte officiel qui est celui de RTE, d'une situation, de perspective de situation de surproduction que nous avions critiqué, donc à juste titre. Et en fait, pourquoi cette critique d'un tel excès? Donc, voilà, la surcapacité donc, peut être de l'ordre de 200 TWh, c'est ce que je viens de dire. Et quelles sont les conséquences de tout ça? Elles sont multiples. J'invoque peut-être ceux dont j'ai le plus parlé. Alors, les exportations sont limitées, je viens de l'expliquer.
vous avez une perturbation assez sérieuse du marché de l'électricité, avec notamment la multiplication des prix spot négatifs ou nuls, mais aussi les prix très très élevés, hein, lorsqu'il y a un manque d'énergie. La modulation de plus importante du nucléaire, puisque, je vous le rappelle, on a beaucoup insisté la dernière fois, c'est comme ça qu'avec les barrages, nous pilotons l'équilibre offre-demande. On va voir un écrêtage de plus en plus fréquent des énergies intermittentes, et c'est déjà le cas. Et puis, il y a ce problème de l'adaptation des réseaux électriques. Donc, voilà, on s'engage dans une situation qui, à mon avis, n'est pas raisonnable dans son excès. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça conduit à la fois à des problèmes techniques, et d'autre part, c'est évidemment, sur le plan économique, c'est mettre en place plusieurs systèmes de production qu'on n'utilise pas dans leur totale capacité, et pratiquement, on a des systèmes nucléaires, éoliens, solaires qu'on utilise en partie, et ça économiquement évidemment par la quantité de capacité qu'on n'utilise pas, c'est très coûteux. Sur le point de la modulation du nucléaire et l'écrêtage de plus en plus fréquent des ENR, ici vous voyez c'est la semaine du 26 mai au 31 mai 2025. Donc vous voyez ici un exemple de situation en France où la production de nucléaire passe passe d'un minimum de 25 gigawatts à 40 gigawatts, ça fait 15 gigawatts de différence, donc c'est assez sérieux. Donc vous voyez, on a des très grosses variations sur une semaine de la consommation nucléaire. Et en même temps que nous ayons ça, c'est-à-dire que nous diminuons notre production nucléaire, nous sommes déjà obligés, et ça c'est ce que vous voyez dans les relevés de production, vous voyez ça dans Ecomics, hein, c'est l'outil de RTE accessible à tout le monde. Là, vous voyez ces drôles de têtes, là, on dirait une sorte de fantôme avec des oreilles, là, on voit ça beaucoup, c'est-à-dire ici, ça veut dire que la production solaire est arrêtée à un certain niveau, et puis elle reprend un peu plus tard. Vous voyez, ici, c'est dans cette semaine-là, je crois, hein, c'était, oui, le 29 mai, donc c'est ici, eh bien, la production solaire a été arrêtée de 4 gigawatts à 12 heures, quand ça commence vraiment à chauffer, et puis on la retrouve à partir de 17 heures. Voilà. Bon, nous sommes déjà dans une situation où nous écrêtons en permanence la production des ENR et où nous modulons de plus en plus le nucléaire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire si on est dans cette situation ? C'est que déjà aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a atteint des limites en termes de modulation du nucléaire et dans l'exportation. Puisqu'on est obligé d'arrêter des activités, des productions. Si on pouvait exporter, on n'arrêterait pas, on produirait et on exporterait. Voilà la réalité. Alors, tout ça, c'est ce que nous avions dit dans notre avis de l'Académie des sciences, très explicitement, en disant, attention, dans ces conditions-là, essayons d'être plus raisonnables sur le rapport production-consommation. Je ne vous demande pas de lire tout ça, mais les grands mots sont là, pas les gros, hein, les grands mots sont là. Voilà, une situation de surcapacité, ça peut conduire, alors il y a tout un tas de points, mais en particulier une plus forte sollicitation de la faculté de modulation du parc nucléaire, une augmentation du volume des écrêtements de renouvelables, une hausse du coût complet de production, et un effet haussier sur les charges budgétaires liées au soutien public des renouvelables. Voilà, donc il y a tout un tas, je vous laisse lire tranquillement cette liste-là, mais vous la retrouvez sur le document que je vous ai indiqué, il y a quand même très clairement, et c'est ce que nous avions dit, des impacts sérieux sur une trop grande surcapacité de production. C'est une situation, je vous l'avais montré dans une dia il y a 15 jours, je crois, ou il y a 3 semaines, c'est une situation, cette situation de surcapacité de production qui est très spécifique à la France.
dans toute l'Europe, on a plutôt un équilibre production-consommation. Il y a des pays qui sont plutôt même en déficit de production et qui importent de l'électricité. Voilà. Alors, un petit calcul pour montrer des implications de tout ça, pour montrer la réalité. Je fais l'hypothèse que, alors c'est une hypothèse un peu extrême, mais c'est pour vous donner un peu un ordre des grandeurs de choses en calculant. Je fais une hypothèse que nous sommes toujours à 450 TWh de consommation électrique et que nous serions dans une situation où nous avons mis par exemple le solaire à 80 gigawatts. À nouveau peut-être pour revenir, voilà, ici. Vous voyez, j'ai pris, aujourd'hui le solaire c'est une vingtaine de gigawatts et dans la PPE c'est entre 65 et 90 qui est proposé. Donc je ne suis pas à fond, je ne suis pas non plus dans le minimum et donc je suis à 80 gigawatts de solaire. Et vous voyez un jour d'été, alors ça c'est le 10 août 2024. Ça, c'est le genre d'image que vous avez quand vous allez demander à RTE, enfin sur le site Ecomix de RTE. Vous voyez, alors vous ne voyez pas très bien, mais disons qu'un maximum de puissance électrique, c'est 55 gigawatts. Hein, on doit être par là en moyenne, 55 gigawatts ici, voilà. Alors, vous voyez comment ça se passe. Ici, c'est à 14 heures. Vous voyez que le solaire démarre. Le nucléaire qui est en jaune ici diminue, parce que c'est cette hauteur-là à ce moment-là, et puis c'est une hauteur plus faible ici. On écrète le solaire, enfin c'est une situation qui est de plus en plus fréquente, c'est comme ça que ça se passe pratiquement tous les étés. Mais je reviens à mes puissances. Le facteur de charge du solaire, c'est en moyenne sur l'année, c'est 15 à 17%, mais au moment où ça crache là, où il y a tous nos panneaux solaires avec plein d'énergie, il fait beau, il fait chaud, etc. Et puis j'ai 80 gigawatts, le facteur de charge peut atteindre 70% à ce moment-là. Et donc vous voyez tout simplement que si je fais le calcul, il y a 56 gigawatts de solaire. Donc si on donnait la priorité du solaire à ce moment-là, il faudrait arrêter non pas 1, 2 ou 3 réacteurs nucléaires, il faudrait arrêter 56 réacteurs nucléaires, puisque ces 56 gigawatts satisfont la puissance demandée à ce moment-là. Alors évidemment, on pourrait dire on peut arrêter tout le nucléaire puisqu'il y a le solaire, mais il y a quand même des jours où il fait nuit et où on aura besoin quand même de quelque chose, donc il faudra les redémarrer. D'ailleurs, vous voyez que là, il y a un moment donné où ça commence à s'arrêter à 20h, et donc il faut remettre du nucléaire. Donc il nous faudra quand même le nucléaire, sauf que si on les arrête tous, à ce moment-là, on ne pourra pas tous les redémarrer, et donc c'est mort. Voilà. Alors évidemment, tout ça nous dit que pour aller à 80 gigawatts de puissance fournie, il faut qu'il y ait devant une demande qui soit beaucoup plus grande. Donc on retombe toujours à cette idée que, bien sûr, il faut que ces 80 gigawatts de solaire seront utiles quand nous aurons une beaucoup plus grande consommation électrique. Ce n'est pas le cas. Si elle ne se passe pas, ça n'a pas de sens d'avoir 80 gigawatts de solaire. D'ailleurs, il faut... voilà. Alors, sur la... Non, peut-être que... non, je montrerai après. Peut-être que... oui. Donc, je reviens sur cette question de modulation du nucléaire pour vous montrer un peu comment ça évolue. Et ça peut évoluer. Vous voyez, en 2016, il y a peu d'énergie variable. Il y a 16 gigawatts installés. Et voilà, en bleu, vous avez la consommation. C'est en juillet 2016. Donc, vous voyez, on retrouve à peu près les 50 avec des max à 55 gigawatts. Bon, évidemment, ça baisse la nuit. Bon. Ça, c'est la variation de la consommation. Vous voyez, la courbe, c'est une courbe assez classique. Et vous voyez, le nucléaire est en orange. Voilà, donc il est assez peu, en 2016, c'est assez peu modulé.
Et on module par tout un tas de choses autres que le nucléaire, le gaz, les échanges entre les pays, et puis l'hydro. Alors en 2025, voilà la situation. Elle a déjà pas mal changé. Le même mois, juin, bon, c'est la même période. Vous voyez ici, en bleu, c'est la consommation. Ça ressemble pas mal à celle-là. On est à 50 gigawatts au max, hein, vous voyez ici. Et là, on voit la production intermittente, variable. Elle est très solaire, en fait, quand vous voyez les cycles comme ça. Hein, c'est quand il fait jour, c'est en haut, et quand il ne fait pas jour, c'est en bas. Donc c'est beaucoup du solaire. Je ne sais pas où on était l'éolien à ce moment-là, mais donc aujourd'hui, on est à plus de gigawatts installés. Très bien, donc une cinquantaine de gigawatts. Et puis, vous voyez déjà les oreilles de lapin, là. Donc pratiquement, tous les jours, il y a écrêtage du solaire. Il y en a trop. Et vous voyez la variabilité du nucléaire, c'est nettement plus important. Donc il y a une question à se poser, quelles sont les limites de cette modulation? Alors évidemment, ça c'est à 50 gigawatts. Imaginez ce que ce sera avec plus une centaine de gigawatts de ces énergies. Si jamais la consommation, ici, les pics ne montent pas au-dessus, très très sérieusement au-dessus de 50 gigawatts, 60, 65, mais il faudrait monter assez haut. Et je ne parle pas de tous les gigawatts solaires qui seront développés autour de la France et qui eux-mêmes auront besoin d'être vendus, déclenchés à l'étranger. Donc c'est ça qu'il faut anticiper. Alors là, je reprends un travail qui a été fait par le Haut-Commissaire à l'énergie atomique, qui a été publié, qui est l'avis du Haut-Commissaire à l'énergie atomique sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, où lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, l'hypothèse PPE et il a projeté avec l'augmentation qui est inscrite dans la PPE. Alors, vous voyez, ici, il prend l'année 2025, janvier. C'est le mois de janvier. Donc, vous avez ici en vert la production éolienne. Alors, vous voyez qu'il y a des jours où il n'y a pas de vent. Et vous avez la production solaire. Et ceci, c'est le résiduel, c'est-à-dire c'est la consommation d'énergie moins ces productions éoliennes et solaires. Donc c'est ce qui reste, une fois qu'on a utilisé tout le solaire et tout l'éolien, c'est ce qui reste. Et donc il faut équilibrer avec une production autre, nucléaire, hydroélectrique, etc. Ce que vous voyez, c'est que ce résiduel, il varie entre 25 et presque et 75 gigawatts. Donc c'est une très grande variabilité. On module déjà beaucoup avec le nucléaire. En gros, ce que nous disent les spécialistes du nucléaire, c'est que chaque année, il y a 5 TWh de moins de production nucléaire, ce qui commence à devenir très sérieux pour équilibrer l'offre et la demande en favorisant l'introduction des énergies variables, même dans une situation où on écrète quand même, on commence à écrêter celle-ci. Et là, c'est une simulation où on prend la même semaine, c'est 2035, et on prend le même système de vent, et on multiplie les capacités éoliennes et solaires par un facteur qui est celui qu'on voit dans la PPE. Et donc vous voyez ici le solaire en jaune, vous voyez en vert l'éolien, et vous voyez le résiduel. Alors là, c'est formidable parce que le résiduel, il est entre moins 10 et 90 gigawatts. D'ailleurs, vous voyez que quand il y a peu de vent,
Vous pouvez mettre toutes les capacités éoliennes que vous voulez, ça ne rajoute pas grand-chose. Et quand il fait nuit, de sorte que le maximum ici, 80 gigawatts, c'est à peu près le même que celui 10 ans avant. Voilà. Donc là, c'est évidemment une situation qui est vraiment, qui est vraiment impossible, puisque avec un résiduel qui est à moins 10 gigawatts, il faut arrêter tout. Et même en arrêtant tout, c'est négatif. Oh non, enfin, si on arrête tout le... Enfin, il faut arrêter beaucoup de choses. Donc, c'est ça la problématique. Voilà. Ça, c'est à nouveau, je vous ai déjà signalé que François-Marie Bréon, de temps en temps, m'alimentait de données. Ça, c'est l'évolution du cycle diurne. Vous voyez ce qui est à la louche, hein, c'est depuis 2012 jusqu'à 2025. Ce qui est assez flagrant, c'est qu'avant, le nucléaire était modulé surtout la nuit. Vous voyez, en abscisse, vous avez de 0 à 24 heures. Donc, c'est surtout la nuit que voilà, la production nucléaire baissait. Vous voyez, il y avait un creux ici. Vous voyez le changement des courbes, c'est que maintenant, la production nucléaire baisse beaucoup. Voilà, entre midi et 18 heures, c'est du fait de l'arrivée de la production solaire. Donc il y a un gros minimum de production nucléaire maintenant dans la journée au moment du début de l'après-midi. Et ça, c'est la conséquence directe. Donc des modulations de plus en plus fortes. Ça, je n'ai pas besoin d'en parler. Voilà, il y a un problème avec le solaire, plus d'ailleurs qu'avec l'éolien, en termes de corrélation avec la consommation. Ici, c'est une courbe où je vous rapporte la production solaire en France en 2024 en fonction de la consommation en terawattheure électrique en France en 2024. Chaque point ici, normalement il doit y en avoir 365, chaque point ici est un jour de l'année. Et comme vous voyez, c'est une courbe qui est comme ça, qui signifie que à très forte consommation, donc quand nous avons besoin de beaucoup d'électricité, c'est là où nous avons la production solaire la plus basse, et c'est quand nous sommes au minimum de notre consommation par jour que nous avons la production nucléaire, la production solaire très élevée. Alors après, on peut changer les modes de vie, mais aujourd'hui, il y a une décorrélation assez forte entre production solaire et consommation. Alors, il faudrait peut-être aligner il y a des idées là-dessus, aligner notre consommation sur la production solaire. Voilà, c'est une ligne d'ailleurs de réflexion, mais vous voyez cette corrélation-là. Voilà. Alors, pour terminer sur cette question de la modulation du nucléaire, c'est une problématique que nous avions soulevée dans la vie, qui nous avait été critiquée d'ailleurs. Bon, eh bien, il y a tout un tas de documents qui viennent de sortir. Je ne sais pas si je vous avais parlé de celui-là, mais c'est un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous voyez, 27 novembre 2025, je ne suis pas sûr qu'il soit encore public d'ailleurs. Enfin, j'ai pu récupérer ce document. Voilà, donc qui simplement dit... donc le thème, c'est les impacts technologiques. Donc là, ce n'est pas sur économique, c'est les impacts technologiques de l'évolution du mix énergétique et ses conséquences sur l'outil industriel et les réseaux. Voilà, et ce que affirme ce rapport, confirmant le point de vue que je vous exprime depuis quelques semaines, l'accroissement rapide des capacités en énergie intermittente, en particulier solaire, sans accroissement parallèle de la demande en électricité et de la flexibilité de cette demande, pourrait non seulement avoir un impact potentiel sur le parc nucléaire, mais aussi conduire à des actifs échoués, les nouvelles installations n'étant plus en capacité de produire que marginalement, ce qui pourrait se traduire par des surcoûts considérables pour les contribuables. Alors, sur l'aspect
donc vous verrez dans ce rapport, quand vous l'aurez, qu'il y a tout un tas de gens qui ont été auditionnés. Et si je prends par exemple cette audition-là, venant de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, c'est, bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas observé d'impact sur le vieillissement des composants des réacteurs. En effet, c'est le cas, il y a beaucoup d'études là-dessus. EDF étudie les potentiels impacts de cette intensification sur le vieillissement des composants, probablement plus au niveau du circuit secondaire que du circuit primaire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, effectivement, il y a une préoccupation sur ce sujet-là. Et il y a un autre document, mais je crois que je vous en avais parlé aussi, 17 novembre, vous voyez, tout ça n'est pas vieux, c'est un rapport de la Cour des comptes, la maintenance du parc électronucléaire d'EDF en France, et Bernard Fontana, le président d'EDF, a répondu à la Cour des comptes dans une lettre où il dit cette situation de forte modulation soulève des questions sur le plan technologique, aussi bien en termes d'impact sur le fonctionnement des réacteurs qu'en matière de résilience du système électrique. Voilà. Donc ça, c'est une question sérieuse de mon point de vue. Ça nécessite de se pencher sur la question qui est toujours la même, c'est quelle est la part optimale dans un pays très particulier, on l'a dit la dernière fois, qui est un pays qui a choisi de moduler avec le nucléaire, parce qu'il n'y a pas de fossiles. C'est bien, il n'y a pas de fossiles, donc une électricité très décarbonée, mais en même temps, on utilise un outil particulier pour faire de l'équilibre, pour maintenir la fréquence à 50 Hz et équilibrer l'offre et la demande. Donc, ça pose la question très spécifique dans ce pays de la quantité optimale, maximale d'énergie variable qu'on peut mettre dans un mix électrique. C'est une question très importante, c'est celle que nous avons soulevée. Voilà. Donc, sur cette partie-là, je voudrais conclure. Au fond, tout ce que j'ai dit depuis le début, avant d'introduire l'exposé de Daniel Irakan. La première, c'est que je continue à penser que, mais il y a de bonnes chances que ça ne soit pas le cas, mais qu'en fonction des nouvelles informations concernant le bilan prévisionnel de RTE et tout ce que je viens de dire sur les excès de surproduction et leurs effets, c'est qu'il faudrait, en toute rigueur, sérieusement, réviser ce texte de la programmation pluriannuelle de l'énergie. La deuxième chose, c'est que, effectivement, nous ne sommes pas sur une trajectoire d'électrification, et pourtant, il faut le faire. Il faut électrifier, électrifier, électrifier. Enfin, si on veut se débarrasser des fossiles, chez nous. Électrifier directement, d'abord, et puis on va traiter les secteurs tout à l'heure. Quelques secteurs qui sont plus difficiles à électrifier directement, donc il faudra aussi des voies indirectes. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, Daniel, je l'ai dit et redit, la politique électrique d'un pays ne se traite pas uniquement sous l'angle de la production électrique. Elle se discute aussi en termes de demande électrique, et donc il faut, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, je le répète une dernière fois, il faut mettre en place des mécanismes de stimulation de la demande électrique. Il faut mobiliser les ménages, les industriels à utiliser des outils électriques, des moyens électriques. Et il faut aussi, par souci de souveraineté énergétique, faire en sorte que ces outils électriques que nous utilisons de plus en plus soient produits en France et en Europe et pas ailleurs, parce que, en partie ils le seront, mais minimiser ça, parce que bien sûr se débarrasser d'une facture pétrolière de 60 milliards d'euros pour la remplacer par une facture équivalente de voitures électriques, de pompes à chaleur et d'électrolyseurs, évidemment ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Alors, une petite introduction. Alors, j'avais prévu de dire beaucoup de choses là-dessus, mais je ne dirai rien. Ça me permet de revenir au sujet initial, les carburants alternatifs, hein, qui est un sujet majeur. À nouveau, il y a des secteurs qu'on ne pourra pas électrifier.
Donc il faudra à nouveau quelque chose qui ressemble à du pétrole ou à du gaz et qui ne vienne pas des fossiles. C'est ça la question et Daniel va nous en parler. Alors, quelques éléments d'introduction. Par exemple, je vous invite à lire cet avis de l'Académie de l'air et de l'espace, c'est pas vieux, 2024, vers un transport aérien décarboné. L'Académie des technologies a aussi produit des choses sur le sujet, mais ça, j'imagine que Daniel va citer l'Académie. Donc, vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça, c'est les chiffres 2019. Il y a eu une chute après avec... en 2022, avec les histoires de 2020-2021, de Covid, puis de crise énergétique, etc. Mais comme vous allez le voir, on est revenu à cette situation. Vous voyez, il y a 46 millions de vols dans le monde, il y a 8 680 milliards de passagers kilomètres, il y a 23 000 avions en service. On consomme en kérosène 290 millions de tonnes, 50 millions de tonnes au départ de l'Union européenne. Voilà. Et les émissions de CO2, c'est à l'échelle mondiale 915 millions de tonnes. Vous voyez, c'est presque une gigatonne. Et on dit qu'on émet totalement 40 gigatonnes. Voilà, c'est à peu près les chiffres qu'il faut avoir en tête. En France et en Europe, vous vous souvenez, je l'ai déjà montré, les transports sont les plus gros émetteurs de CO2, comparé à l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, etc., etc. Et dans ces transports, c'est les transports routiers qui sont les plus importants. Il ne faut pas oublier ça. Il faut qu'on traite le problème des bateaux et des avions, mais attention, il faut aussi qu'on traite les transports routiers, ce sont les plus émetteurs. Voilà, vous voyez ici, transport maritime, ici 2,7 plus 5,6, c'est à rapporter à 160, vous voyez, donc c'est une petite proportion. Et transport aérien, 5,4, 18,8 rapporté à 160, voilà, c'est à peu près 15% des transports. C'est la même chose en Europe, vous voyez ici la répartition des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de transport, voilà, l'aviation c'est 14%, et le maritime c'est aussi ces choses-là. Daniel confirmera ou infirmera. Voilà. Alors, c'est reparti, comme vous le voyez. Ça, c'est la France. C'est un secteur dynamique. Alors, on peut discuter si il faut prendre 4 avions dans toute sa vie, comme le suggère Jancovici, ou si c'est possible ou non. Mais c'est un autre sujet. Mais néanmoins, aujourd'hui, la tendance n'est pas à la limitation des vols. Elle est au contraire à une dynamique très, très favorable. Alors pour la France, il y a tout un tas d'explications. D'abord, on a des territoires d'outre-mer, départements et territoires d'outre-mer, qui fait que ça voyage quand même. On ne peut pas y aller à la rame. La France est la première destination touristique mondiale. Premier gestionnaire d'aéroport, on a une compagnie qui est l'une des plus importantes compagnies aériennes, l'une des plus importantes du monde, c'est Air France. Voilà, donc on a une hausse continue du trafic, les émissions de CO2 évidemment suivent cette courbe. Voilà, alors quelques mots quand même, alors juste un peu de chimie malgré tout. De quoi on parle quand on parle de kérosène? Alors kérosène, c'est un combustible voilà, pétrochimique, ça vient du pétrole, c'est une des fractions du pétrole, et comme vous le voyez, les hydrocarbures sont des hydrocarbures avec, enfin c'est des chaînes carbonées avec une très grande variabilité de la longueur de ces chaînes. Et vous voyez, le kérosène, c'est en gros entre C10 et C15. Il y a des fractions très légères, évidemment les plus légères sont des gaz, l'essence c'est un peu en dessous, le kérosène c'est un peu plus lourd, le diesel, et puis vous avez des fractions très lourdes. Voilà, donc tout ce qui vient du pétrole se traduit en différentes fractions, et quand on parle du kérosène, il faut savoir que c'est à peu près ces tailles-là. Alors par ailleurs,
le kérosène, ce n'est pas une molécule, c'est un ensemble de molécules, donc c'est quelque chose d'assez complexe, et il y a des régulations extrêmement fortes sur le contenu de ces mélanges. Il y a des normes, il y a des régulations internationales en termes de densité d'énergie massique, densité d'énergie volumique, d'émission de particules, de viscosité, de point de congélation, de température de distillation. Voilà, il faut un minimum de composés aromatiques. Donc voilà, retenez simplement qu'en réalité, le kérosène, ce n'est pas une molécule, mais c'est 20 à 26% d'alcanes linéaires, ce qu'on appelle aussi des paraffines, c'est 30 à 37% d'alcanes ramifiées, c'est 19 à 25% d'alcanes cycliques, et c'est cyclique ou bicyclique, et puis un certain nombre d'aromatiques, chacun de ces éléments apportant une propriété voulue, nécessaire, pour faire que cet hydrocarbure soit dans un avion et fonctionne pour faire marcher l'avion. Voilà. Alors, il faut remplacer évidemment ce kérosène que je viens d'indiquer par autre chose. Et actuellement, on travaille avec trois visions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. L'avion à hydrogène. Bon, là, il y a pour le moment trop de problèmes pour qu'on puisse imaginer des gros porteurs à hydrogène. Donc, voilà. Des avions à batterie. Là aussi, il n'y a pas de perspective à court terme de gros avions qui marchent avec des batteries. Et donc, on tombe sur le problème des carburants d'aviation durable, en anglais SAF, Sustainable Aviation Fuels. De quoi s'agit-il? C'est à la fois des biocarburants et, au fond, on pourrait se dire, oui, d'accord, des biocarburants, on connaît, j'en ai déjà parlé, donc j'y reviens pas de ce que sont les biocarburants, mais ça existe, il y a de la biomasse, il y en a plein normalement, mais en fait il n'y en a pas plein, mais on sait faire du bioéthanol, on sait faire des biodiesels, enfin voilà, allons dans cette direction. Bon, c'est pas si simple que ça, ce qui fait qu'en effet, tout indique qu'il ne pourra pas y avoir que des combustibles venant de la biomasse, et que donc on est obligé de compléter avec des combustibles synthétiques, et c'est ce que j'introduis par le terme de e-kérosène, I pour électrique, et maintenant que vous êtes des experts en e-fuel, vous devez savoir pourquoi ce kérosène, je l'appelle électrique. Je l'appelle électrique parce que, alors ici, ce e-SAF, Electrical Sustainable Aviation Fuel, il vient de procédés qui, à un moment donné, prend l'énergie qu'il va finir par contenir de l'électricité. Soit parce que il y a production d'hydrogène par voie électrique, parce que c'est de l'hydrogène vert obtenu par électrolyse de l'eau, et combiné avec du CO2, soit, ce n'est pas indiqué ici, parce que ce carbone, ce CO2, est directement électrifié pour conduire à ces carburants. Donc il faut de l'électricité pour faire ces carburants de synthèse. Alors, comme vous allez le voir, l'Europe joue un rôle très important dans cette vision de kérosène, plus que partout dans le monde. Mais c'est parce que déjà l'Europe, notamment la Commission européenne, a d'une certaine façon donné un objectif, une sorte d'obligation à l'industrie aéronautique d'introduire à différents échelons temporels, d'introduire ces fameux carburants qui ne sont plus du kérosène fossile, mais soit du biokérosène, soit du kérosène synthétique. Et donc, vous avez comme objectif, vous voyez, alors c'est soit dans ces chiffres-là, soit dans ceux-là, mais c'est la même chose. L'objectif, c'est que, par exemple, en 2035, alors prenons 2050 comme objectif, il faudrait, alors c'est progressif, vous voyez, l'Europe demande aux avionneurs d'introduire dans leurs avions 70% de SAF, constitué à moitié de biocarburants et à moitié de carburants de synthèse. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en 2050, il y aura encore du kérosène fossile. Voilà, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez en vert la quantité totale de SAF,
en termes de pourcentage d'incorporation de SAF. Et en bleu, c'est la partie électrique. Vous voyez que, en gros, si vous regardez les ratios entre vert et bleu, vous voyez qu'il y a une tendance à proposer qu'on introduise d'abord plutôt des biocarburants et ensuite on monte en puissance avec les SAF électriques. Bon, voilà, alors ça fait des chiffres. Voilà, si on peut peut-être résumer, recentrons-nous sur les ISAF, si vous voulez, pour la France. On peut imaginer un scénario de 7,5 à 8 millions de tonnes. Alors peut-être Daniel nous dira d'autres chiffres, mais c'est les mêmes. Bon, de kérosène. Je crois qu'aujourd'hui c'est un peu moins, mais on peut imaginer, voilà, maximum 8 millions de tonnes par an à l'horizon 2050. Et vous voyez que si vous prenez ces chiffres-là, ça fait 5,4 millions de tonnes de SAF. Donc vous voyez qu'en quantité de ce qui m'intéresse le plus là aujourd'hui, ce n'est pas les biosaf, mais le kérosène de synthèse, il faudrait pouvoir produire 2,7 millions de tonnes à peu près de ce kérosène-là. Ce n'est pas rien, vous allez voir. Alors, comment on fait ça ? Voilà, il y a plusieurs... enfin, en gros, il y a deux grandes stratégies aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de réduction directe du CO2 en kérosène, ça n'existe pas, mais c'est de l'hydrogénation du CO2. Donc, soit à travers, vous avez déjà vu ça, la production d'un gaz de synthèse qui est un mélange de COH2 par réduction du CO2, et ensuite le Fischer-Tropsch qui donne un mélange qui est ensuite traité par différents procédés, craquage, hydrocraquage, isomérisation, hydrogénation, fractionnation, et vous avez le kérosène. L'autre façon, c'est de passer par le méthanol. Alors on a eu un cours et on a eu Christophe Copperet qui nous a montré comment on pouvait faire. C'est de l'hydrogénation en CO2, du CO2 en méthanol, et ensuite ce méthanol, on fait de la déhydratation, on fait de l'oligomérisation pour avoir des chaînes plus longues, on hydrogène, on fractionne et on obtient du kérosène. Ça, c'est les deux grandes voies aujourd'hui, un peu de chimie, pour dire comment on y arrive. Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, la réglementation fait que c'est uniquement les SAF produits par la première voie qui sont autorisés. Bon, peut-être que Daniel me corrigera. Alors, bon, Fischer-Tropsch, c'est un procédé qui existe depuis très longtemps. Vous voyez, c'est un brevet qui a été pris en 1923. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un procédé qui a été très utilisé par l'Allemagne et le Japon. L'Afrique du Sud, pendant longtemps, a fait beaucoup de liquides de synthèse de type kérosène par ce procédé. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Et en gros, je rappelle, le Fischer-Tropsch, c'est produire ce mélange gaz de synthèse, mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène à partir du charbon. Alors évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Et ensuite, avec ce mélange-là, bien équilibré en termes de quantité relative de CO et d'hydrogène, on peut faire des hydrocarbures à longue chaîne. Et ça, c'est des réactions catalytiques sous pression, à température relativement élevée. Donc tout ça est bien connu, mais je voulais introduire ça. Ici, vous voyez ce document que j'ai déjà montré, l'Observatoire international des e-fuels. Vous voyez, c'est 2025, c'est pas vieux. Mais quand vous regardez les projets en e-kérosène, vous apercevez que, vous voyez ici, 35 projets en Europe, 2 en Asie, 3 en Amérique du Nord, rien nulle part. Donc c'est vraiment l'Europe qui pousse à la production de e-kérosène, évidemment à cause des régulations que j'ai indiquées. Voilà. Je vais m'arrêter là pour conclure. Je ne sais pas, peut-être que... excusez-moi. Oui. Bon, en gros, je vais le dire avec... si, peut-être quelques mots quand même. Vous voyez, j'ai fait un petit calcul. J'ai pris cette équation. J'ai dû considérer qu'il y avait 100% de rendement de tous les procédés, ce qui effectivement n'existe pas. Voilà la synthèse de kérosène.
du CO2 et de l'hydrogène, et j'ai pris les fameux 2,7 millions de tonnes que j'ai proposé comme objectif à 2050, hein, vous voyez. Alors, combien de CO2 faut-il? Combien d'électricité? Voilà. Voilà, il faut 12,5 millions de tonnes de CO2. Bon, alors, il faudrait que vous repreniez mon cours sur la capture du CO2. Vous verriez qu'on est à peu près à la moitié des meilleures estimations, donc c'est énorme. Il faudrait 1,6 million de tonnes d'hydrogène vert. Alors vous savez qu'en France, nous consommons 1 million de tonnes, qui n'est pas vert du tout. Donc ça, c'est aussi très important. Et en termes d'électricité, je mets ici dans l'électricité, uniquement l'électricité dont j'ai besoin pour faire de l'hydrogène vert. Et si j'introduis un peu d'électricité pour la capture, je crois, peut-être. Non. Bon, enfin, tout ça est minimal. Vous voyez, c'est une centaine de térawattheures d'électricité, donc c'est aussi tout à fait considérable. Et puis, la dernière chose, c'est que, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, ces carburants-là, c'est, dans une étude comme ça, 8 à 10 fois plus cher que le kérosène fossile. Dans cette étude-là, vous voyez, dans Energy Environmental Science de 2022, c'est un rapport de 6. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes avec sans doute la nécessité d'aller vers ces carburants pour un certain nombre de secteurs. On va le voir avec donc l'aviation et le maritime. Je n'ai pas du tout parlé de maritime ici. On est un peu bloqué parce que ça nous demande beaucoup d'électricité pour faire de l'hydrogène, beaucoup de CO2, on n'en a pas capturé assez, et donc on est confronté à un coût qui est important, et donc tout l'enjeu, c'est effectivement d'améliorer tout ça pour permettre la synthèse de ces molécules. Voilà. Donc je conclus ceci. Je crois d'ailleurs que Daniel aura peut-être le même type de conclusion. Il est peu probable que les e-fuels deviennent bon marché abondant à court terme, premièrement. Dans ces conditions, on n'en fera pas des quantités massives, et donc il faudra les consacrer à vraiment ces secteurs où on ne pourra rien faire d'autre que ça, c'est-à-dire sans batterie, sans hydrogène, etc. Voilà, et sans doute l'aviation, mais d'autres secteurs. Voilà. Et puis, évidemment, c'est ma conclusion finale, hein, à nouveau, je reviens, il faudra électrifier ces carburants, mais aussi, ça c'est de l'électrification indirecte, hein, on produit par électricité un vecteur, et ensuite ce vecteur, on l'utilise. Et il faudra aussi électrifier directement le plus de choses possible, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Voilà. Alors, moi, je m'arrête à cet instant-là. Voilà, j'ai essayé alors, à travers le cours sur la capture, le cours sur l'hydrogénation du CO2 en prenant le méthanol comme cible. Aujourd'hui, avec Daniel qui termine sur le kérosène pour l'aviation, pour le maritime, d'autres types de carburants. Voilà, de vous montrer ce que c'est que ce domaine, un peu de chimie, pas trop, et puis les enjeux. Et je suis désolé, mais à la fois l'actualité et mon goût pour la question du mix électrique m'a amené, et puis parce que ces carburants-là sont électriques, m'a amené dans un contexte, je dirais, particulier, qui est le contexte d'un texte de la politique énergétique française, la PPE, et les scénarios qui président à ce texte, m'a amené à rediscuter de la question électrique, peut-être un peu trop longuement, mais je l'ai fait, j'espère que ça vous a intéressé, et en l'occurrence, je vous remercie pour votre attention.